Un événement majeur qui s'est produit depuis 3 ans, dans tous les marchés financiers à peu près du monde, c'est que le marché obligataire s'est effondré. En sauvant les banques, en sauvant le système financier, ils ont sauvé aussi tout le système de l'économie privée. Puisque, évidemment, si tout d'un coup les banques sautent, ça se passe mal hein, pour les sociétés privées. Tu prends les pays de l'ancien monde, qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 ans? Tu regardes la rémunération des monnaies, hein, donc tout en dollars, donc les différentes monnaies en dollars, et tu vois que depuis 15 ans, elle a été zéro. Didier Darcet, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Éco, un plaisir. Bonjour Richard. Il y a quelque chose qui m'a choqué parce que en fait quand on fait les interviews, on fait la review de tes papiers et on les reprend. Et toi qui dis que tu ne fais jamais de prédictions parce que prévoir l'avenir c'est compliqué, surtout quand ça concerne le futur. Voilà. Là, tu as sorti la boule de cristal avec un papier qui s'appelle « Dans 15 ans ». Oui, j'ai sorti dans 15 ans. Ouais. Du coup, sortons la boule de cristal. Ah ben elle est là. Non, je te jure, elle est là, regarde. Ah oui, elle est là, voilà. Voilà. C'était elle. Là, la boule de cristal. Et voilà. Du coup, tu t'es acheté une boule de cristal. J'ai une petite défaillance là, oui. Et dans 15 ans Ouais. Et dans 15 ans. Alors, c'était ça la question. Alors, d'abord pourquoi j'ai écrit dans 15 ans? Parce que pourquoi pas 20 ans, ou 10 ans, ou 5 ans? Eh bien, c'est parce que, je ne sais pas si c'était d'accord avec moi, mais à chaque fois qu'on pose une question à une personne, il dit, bon, quand je serai plus vieux, c'est toujours dans 15 ans. C'est jamais dans 10 ans, c'est jamais dans 20 ans, c'est dans 15 ans, je serai vieux. Ou il y a 15 ans, j'étais beaucoup plus jeune, c'était pas il y a 5 ans. Il doit y avoir un truc psychologique. Il y a un truc sur le dans 15 ans. Il y a un truc sur dans 15 ans. Donc t'es parti sur 15 ans. Moi, je suis parti sur 15 ans. Alors 15 ans, je trouve ça pas mal. En plus, 15 ans, tu sais, c'est 2 cycles économiques de à peu près de 7 ans, qui sont les cycles économiques de croissance, puis de récession, c'est à peu près 7 ans. Bon, ça fait 15 ans. Bon. Et donc, je suis parti sur une étude qui avait été faite par des Anglais, juste en regardant quelles étaient les 10 premières économies du monde aujourd'hui. Alors, je peux les citer, je crois que je les ai là. Alors, on les connaît tous. Hein. C'est évidemment les États-Unis en premier, puis on a la Chine, l'Allemagne, le Japon, l'Inde, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, le Brésil et le Canada. Donc ça, c'est par poids de PIB, c'est pas au PIB par tête. Non, c'est poids de PIB. Sinon, la Suisse serait devant. Donc c'est par PIB. Exactement. Donc c'est le poids de PIB. Voilà. Les grosses économies du monde en 2023. Et puis on se met dans 15 ans. Étude dans 15 ans, qu'est-ce que ça sera en 2038? Et j'étais assez surpris en lisant ce truc-là, parce que ça bouge pas beaucoup. Donc c'est pas toi qui l'as fait cette étude? Non, c'est pas moi. J'ai été prendre ça en disant, qu'est-ce qu'ils racontent ces économistes qui ont l'air assez sérieux? C'est le centre de business et d'économique, de recherche en anglaise, donc c'était sérieux. Et puis en fait, on voit dans cette liste, ça bouge pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, les 10, il y en a il y a qu'un pays, selon eux, hein, bon, tout ça peut se tromper bien sûr, mais il y a un seul pays qui sort des 10 premiers, c'est l'Italie, et un seul pays qui rentre, c'est la Corée du Sud. Donc il faut vendre l'Italie et acheter la Corée? Non, pas forcément, parce que c'est pas parce que tu sors des 10 plus gros que tu es moins rentable. Tu vois, ça n'a rien à voir. Tu peux être beaucoup, comme tu disais, sur la Suisse, etc. Donc ça n'a rien à voir avec la rentabilité des capitaux investis. Mais par contre, évidemment, il y a des changements. La Chine devrait passer première mondiale. L'Allemagne est pas mal dégradée. La France reste en 7e position, ce qui peut surprendre. Oui, bon, etc. Bon, voilà. Il y a quelques petits changements comme ça, mais qui surtout, a priori, on a se dire, ça bouge pas fondamentalement. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'investissement? Alors, est-ce que ça veut dire que, si ça bouge pas fondamentalement, est-ce qu'il faut, en gros, faire ce qui a bien marché dans les 15 dernières années? Pourquoi pas? Ou, tu vois, non. Et donc, j'ai regardé ça. Et donc, je me suis dit, je vais prendre ce qu'ils disent des 10 pays qui sont dominants dans le monde dans 15 ans, en 2038. Je vais les séparer en 2 groupes de 5 et 5. Ceux qui sont des pays du vieux monde, des pays développés, et puis ceux qui sont des pays qu'on dit émergents, mais dans lesquels ils sont évidemment plus émergents du tout, la Corée du Sud, etc., et puis la Chine, l'Inde, etc., on ne peut plus parler. L'Inde est en train de croître en revenu par tête considérablement. Donc j'ai fait le vieux monde contre le nouveau monde, le futur. Voilà. Donc j'en ai fait 2, puis je me suis dit, tiens, regardons un petit peu ce qui s'est passé dans les différentes classes d'actifs pour ces marchés. Alors, il y a une chose d'abord, c'est que dans les 15 dernières années, il y a un événement majeur qui s'est produit depuis 3 ans, dans tous les marchés financiers à peu près du monde, c'est que le marché obligataire s'est effondré.
Et ça, c'est une nouvelle, alors que je sais, on en avait même fait des vidéos, c'est que c'est une nouvelle qui passe même un tout petit peu inaperçue. Parce que autant quand le marché des actions perd 30 ou 40%, tu as les grands titres partout. Oui, mais enfin, tu as des grands titres, c'est le crack, les gens, enfin, voilà, 1929, j'en saute par la fenêtre, etc. Enfin bon, l'horreur. Autant quand le marché des actions, des obligations perd 25%, ou en termes réels plus de 30%, ce qui correspond vraiment à la perte d'épargne sur le long terme, le pouvoir d'achat des retraites plus tard, les compagnies d'assurance qui se dévaluent, les bilans des banques qui deviennent beaucoup moins bons, enfin beaucoup, des choses très très importantes. Ça passe crème. Bon, ça passe crème, comme tu dis, ce qui est assez surprenant. Donc, oui, on sait même pas ce que c'est que le marché obligataire. Voilà, le marché obligataire. On avait fait une vidéo là-dedans, d'ailleurs, dans laquelle j'expliquais, parce que cette perte peut être étalée à la différence des actions, et donc ça se voit moins. Donc de toute façon, le marché des obligations a pris une énorme gamelle et il n'est pas sorti de l'auberge. En gros, pour plusieurs raisons. Une première raison est que en fait, l'inflation est encore trop forte et les taux d'intérêt sont encore trop faibles. Ça veut dire que le marché obligataire, à peu près partout dans le monde, ne rémunère pas assez. Donc il a quasiment aucune chance de faire un rallye, de revenir là où il était. Donc c'est un marché qui est fondamentalement dangereux. Donc c'est déjà la première remarque. C'est aujourd'hui ce qui se distingue par rapport à il y a par exemple 15 ans, c'est que le marché obligataire est devenu extrêmement dangereux et assez structurellement, parce que non seulement il ne paye pas, mais en plus on voit que les dettes montent, notamment aux États-Unis, en France, on le voit dans un certain nombre de pays, pas dans les pays, le pays des nouveaux mondes, mais dans le pays de l'ancien monde, les dettes montent beaucoup, donc en fait on n'est pas du tout dans un cycle de sortie de ce problème des obligations. Donc la question se pose dans les 15 ans à venir, deux grandes classes d'actifs, il nous reste les actions, et puis les autres formes de monnaie. Donc on oublie les obligations, les actifs et les monnaies. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire un indice action de ces 5 pays de l'ancien monde, États-Unis, etc., Allemagne, Japon, etc., un indice monétaire. Donc je prends toutes ces devises, je mets 50% sur le dollar parce qu'il est dominant, je répartis sur les 4 autres, ça me fait l'indice monétaire. Et puis voilà, j'ai donc des actions et de la monnaie. Et puis je fais la même chose pour ce nouveau monde, je prends les indices actions de ces 5 pays, et puis sur la monnaie, à la place du dollar dominant, je dis que c'est de l'or. Parce que ces marchés sont très fortement liés à l'énergie c'est de l'or, il n'y a pas de monnaie dominante comme il y a le dollar de l'autre côté, donc il y a 50% de l'or à la part du dollar, et puis le reste c'est équiréparti entre toutes ces devises. Je me dis bon, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces deux classes d'actifs depuis 15 ans? Un portefeuille 50-50. 50% actions, 50% monnaie. Vieux monde, nouveau monde. Depuis 15 ans, la performance est rigoureusement la même. Attends, déjà, c'est assez rigolo. Tu te dis, le marché arbitre tout dans tous les sens. Ce marché est quand même assez smart. Il est quand même assez bizarre, quoi. Tu vois. Et là, je me dis, tiens, c'est bizarre. Donc, je peux rien conclure sur l'année, parce que finalement, les deux ont fait pareil. Voilà. Dans les 15 dernières années. Dans les 15 dernières années, si on dit que ça continue, bon, il n'y a rien à dire. Passe à l'exercice suivant. Bon, ça m'arrive tout le temps de faire des recherches qui débouchent sur rien du tout. C'est même 3 fois sur 4, je les mets dans un coin, je dis, bon, c'était bien essayé. Et puis on passera au sujet suivant. Et puis je me suis dit, tiens, mais je vais quand même regarder comment a été fait cette création de richesse entre le 50-50. Et là, tu as une différence, en fait, colossale. C'est-à-dire que tu prends les pays de l'ancien monde, qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 ans? Tu regardes la rémunération des monnaies, donc tout en dollars, donc les différentes monnaies en dollars, et tu vois que depuis 15 ans, elle a été 0. En nominal. C'est-à-dire, même sans compter l'inflation, évidemment, comme il y a eu de l'inflation, la valeur réelle de ces monnaies n'a cessé de se dégrader depuis 15 ans. Ça veut dire que toute l'épargne qui a été monétaire dans les pays du G7, enfin les 5 économies dominantes des pays de l'ancien monde, elle a été bouffée. C'est-à-dire que l'épargne monétaire, il y a eu une euthanasie du rentier monétaire. Parce que c'est la soviétisation dont on parle régulièrement, où quelque part l'épargnant qui met son argent sur le collectif, il est tondu par l'État. Il est tondu par l'État dès lors qu'il investit à court terme dans les monnaies. Les monnaies ne garantissent plus la valeur déjà depuis 15 ans. Elles ont gagné zéro avec une inflation, donc elles ont perdu en valeur réelle depuis 15 ans. Donc on est vraiment en train d'assister depuis 15 ans à, finalement, la prise de possession de la valeur de cette épargne monétaire du privé
Au profit de qui? Des États qui sont très contents de pouvoir s'endetter ou utiliser cet argent sans avoir à en payer le coût. Donc ça, c'est très frappant. Mais par contre, les actions ont marché incroyablement bien. C'est-à-dire que la répartition de valeur sur le portefeuille 50-50, c'est 0 pour les monnaies, tout sur les actions. Et est-ce qu'il y a un lien entre les deux, du genre, entre la smart money, elle a quitté du coup le cash pour aller sur les actions ou des choses comme ça qui expliquent? Bien sûr, bien entendu, puisque ce qui s'est passé en fait en 2008, c'est que le système financier était quasiment, tu vois, il était au bord du précipice. Et les États sont intervenus pour essayer de se sauver ce système financier. Donc indirectement, en sauvant les banques, en sauvant le système financier, ils ont sauvé aussi tout le système de l'économie privée. Puisque, évidemment, si tout d'un coup les banques sautent, ça se passe mal pour les sociétés privées. Donc ils sont arrivés comme des grands chevaliers blancs là, pour aller sauver ce système. Mais évidemment, en ce faisant, ils ont transféré le risque du secteur bancaire sur l'État. Et comment peuvent-ils assumer ça? En se débrouillant pour que ça leur coûte pas cher. Et coûter pas cher, ça veut dire trouver la capacité de se financer à zéro, ce qu'ils ont fait depuis 15 ans. Des taux d'intérêt beaucoup trop bas. Et avec une inflation qui a fini par monter. Donc en fait, on voit en fait que tu as un enchaînement comme ça qui se fait, c'est-à-dire que la protection finalement des banques et donc indirectement du secteur privé des actions, donc c'est fait au détriment de l'épargne monétaire. Mais au boni des entrepreneurs. Absolument. Qui ont vu, enfin des entrepreneurs, des tops, de ceux qui font le marché, de très peu d'entrepreneurs en réalité. Absolument. Bon, il y a aussi eu quelque chose, on pourra éventuellement en parler, mais qui a été l'explosion de la valorisation ce qu'on appelle les 7 magnifiques, là, les Magnificent Seven, c'est-à-dire que toutes les entreprises, ou les GAFAM, ou les Google, Apple, Nvidia, Microsoft, etc., qui ont tiré le marché vers le haut, qui a été la création de valeur par en fait l'intelligence, le traitement de l'information qui a créé énormément de valeur dans nos pays. Donc ça, c'est une chose. Donc voilà, c'est répartition de la valeur totalement différenciée. Alors que dans les pays qui sont les pays du Nouveau Monde, ça a été beaucoup mieux réparti. Donc c'est-à-dire que les actions du Nouveau Monde, ont fait beaucoup moins bien que les actions de l'Ancien Monde, mais la monnaie a fait beaucoup mieux. La monnaie a beaucoup plus préservé. Donc on a vraiment une répartition de la valeur qui est très différente. Ça veut dire que si on pense que cette tendance s'est installée et va continuer, il y a quand même des raisons de le penser, ça veut dire qu'aujourd'hui, la question, c'est si on oublie les obligations, donc il faut se poser la question des actions. Il ne faut pas du tout négliger les actions de nos bons vieux pays, parce qu'elles marchent très bien encore, et notamment les États-Unis. Elles fonctionnent encore très bien. Par contre, sur la monnaie, la partie monétaire du portefeuille, alors là, il vaut mieux pas avoir des fonds monétaires en dollars, en euros, en yens, etc. Parce que là, ça rapporte plus rien du tout. Et donc, il faut se tourner vers l'autre partie monétaire. Et cette autre partie monétaire, c'est pas facile. Parce que c'est des pays, qui a un compte en, je sais pas quoi, en réal brésilien. En réal brésilien ou en roupie indienne. Et puis, surtout, dans cette autre partie, il y a l'or. Donc en fait, c'est l'or qui est devenu l'ancrage de la monnaie sur la partie de ce nouveau monde. Et donc, comme encore une fois, en regardant ça, on retombe sur un équilibre de portefeuille qui n'est plus action-obligation, mais qui est action-or. Sachant que les actions, il ne faut pas du tout négliger le fait qu'elles pourraient encore très bien fonctionner dans notre bon vieil ancien monde. Et comment t'expliques que les deux pools de pays, anciens et nouveaux, ils aient la même performance au global sur 15 ans? Donc ça veut dire qu'il y a un système d'équilibrage entre les deux? Les marchés sont... Ou alors est-ce que c'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. Un hasard à Bordeaux. Non, non, c'est pas un hasard. Ce que ça veut dire, c'est que les marchés, s'ils sont libres... ont tendance à équilibrer leur rentabilité du capital. Donc si c'est libre, ça veut dire que si tout d'un coup, il y a une société qui se crée ou dans une zone du monde, il y a une capacité d'avoir une rentabilité du capital exceptionnelle, d'accord ? Bien, le marché naturellement, dès lors qu'il est libre, dès lors que les flux de capitaux sont libérés, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, il faut que je mette mon capital là. Donc beaucoup d'argent va arriver vers cette zone qui est très créatrice de capital. Et ça fait diminuer le rendement. Parce que tu as un rendement. C'est comme ça que les rendements s'ajustent. Et les rendements s'ajustent partout. Et c'est vrai normalement dans un marché ouvert, c'est tout à fait vrai. Donc, mais qui gagne? C'est l'entrepreneur qui gagne du coup? Mais en fait non, ce qui gagne c'est le système capitaliste, si tu veux, qui se débrouille toujours pour attirer l'épargne vers là où elle est la mieux rémunérée. Et c'est ce système d'autorégulation du marché
c'est Adam Smith, hein, c'est par l'intérêt de chacun. L'intérêt de chacun va finalement transférer l'épargne nécessaire, non pas au plus gros, mais va transférer l'épargne Et par contre, c'est les quantités qui sont pas les mêmes. Par exemple, si j'ai une zone économique qui est pas folle, ça veut dire que l'épargne va quitter pour aller s'investir, je sais pas, chez Nvidia aux États-Unis, donc il va y avoir beaucoup d'épargne chez Nvidia. Comme il y a beaucoup d'épargne et que les capacités de croissance sont pas infinies, et ben, la valorisation va augmenter, donc le bénéfice va diminuer par investisseur. Mais Nvidia est une entreprise qui produit des tas de cartes graphiques, qui fait du feu de Dieu, des voitures du futur, des fusils, je sais pas quoi. Et par contre, dans notre première zone économique plus pauvre, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de capital, mais du coup que le capital restant se partage une plus grande part de la production réalisée. Donc le taux monte. Le taux monte, la rentabilité monte. Mais la rentabilité, du coup, se rejoint. Par contre, les pays n'ont pas du tout le même PIB. Non, ils n'ont pas le même PIB. Parce que le pays, il y en a un qui... Et c'est pas les mêmes masses monétaires. Mais voilà, bien sûr, mais c'est pas les mêmes masses. Il y a plus d'argent et plus de richesse. Bien sûr. Par contre, les rentabilités sont ajustées. C'est ça. Parce que sinon, je change et je rachète, le capitalisme n'ajuste pas du tout les masses. Elle ne dit pas que tous les pays doivent avoir le même PIB et toutes les entreprises doivent avoir la même capitalisation. Elle ne dit pas du tout ça. Elle dit que s'il est libre et qu'il est bien fait, s'il y a un capital supplémentaire, où va-t-il se positionner ? Alors, il y a des besoins de capitaux qui sont exprimés. Donc, la grosse entreprise exprime des besoins de capitaux très importants. Une plus petite entreprise, des besoins de capitaux moins importants. Mais si toute l'épargne va vers la grosse entreprise et que ça va au-delà de ses besoins évidemment, de financement ou de capitaux, eh ben, il va y avoir une dilution. Le petit machin pourri redevient intéressant. Et le petit machin pourri devient vachement intéressant. Donc, en fait, on est sur la rentabilité du capital. Et c'est ce qu'on voit. Donc, cet équilibrage. Donc, on peut investir n'importe où. Oui, sauf que quand on rentre dans des situations de marché dans lesquelles les prix sont manipulés, ce qu'on voit depuis 2018, c'est-à-dire qu'en sauvant l'économie mondiale de la grande crise de 2008, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé ? Le prix de ça a été la manipulation des taux. Avec des taux qui sont absolument pas les taux qu'auraient dû être les taux de marché. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, tu te rends compte que tu as une divergence entre la création de valeur qui aurait dû se faire de façon relativement équilibrée, entre les détenteurs d'actions et d'obligations, ou les détenteurs d'actions et de cash, ou de monnaie simplement, tu te rends compte que dans nos pays, tu as eu une différenciation gigantesque. C'est-à-dire que la monnaie n'a rapporté rien du tout. Alors que les actions ont rapporté beaucoup trop par rapport, dans cette répartition de valeur. Et c'est là où tu me dis, si on veut créer un spread pour profiter de ce qui monte et éviter ce qui baisse, eh ben, il faut éviter la monnaie là et appuyer sur les actions là-bas. Il faut arriver finalement à croiser les zones. Voilà, il faut croiser les zones, et ça va être difficile à faire. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que c'était pas très difficile avant, quand on investissait dans les zones qui étaient les plus développées, parce que ces marchés étaient liquides, il n'y avait pas trop de problèmes, on passait de l'un à l'autre sans problème. Il y avait l'ETF Russie, ça marchait bien, quoi. Le quoi ? L'ETF Russie, il y en avait. Voilà, il y avait un l'ETF Russie. Maintenant, ça devient plus dur. Ça devient plus dur. Moi, je m'étais amusé à mettre 1500 balles ou 2000 balles sur la bourse russe pendant que ça tapait, juste avant que ce soit interdit. Je me suis dit, tout le monde s'est fait prendre ses sous, je vais voir ce que ça fait. Et en fait, c'est vraiment bloqué. Je me suis j'ai une ligne coincée, le bouton il marche pas. Tu ne peux plus y accéder. Ah ouais, je voulais en avoir une. C'est un peu collector. Tu vois, oui, je sais. Je me souviens, on avait fait une vidéo il y a longtemps, au début de la guerre, où tu me disais, je suis bloqué. Je t'ai dit, écoute, garde-le. Un jour, si ça se débloque. J'ai pas le choix. T'as pas le choix. De toute façon, tu peux rien faire. C'est bloqué. Mais ouais, c'est une sensation. C'est comme toucher la matrice. Tu sais, tu te dis, c'est pour les grands-parents, ou je sais pas, c'est des histoires qu'on raconte pour faire peur aux enfants, ou tu l'as pas vécu. Et là, tu vois, ça marche pas. Ça marche pas. Et en fait, il y a un côté, le côté jouissif, c'est je touche la matrice. Le monde, j'ai pas le droit d'aller au-delà de ça, quoi. Donc ça devient plus compliqué quand la mondialisation se fragmente. Elle s'est fragmentée essentiellement de façon monétaire. C'est qu'on voit que c'est la monnaie qui a beaucoup de mal à transiter d'une zone à l'autre. Mais en fait, ça veut dire c'est qu'il va se monter dans les années à venir des fonds monétaires de ces zones-là. Ils ne sont pas encore disponibles immédiatement aujourd'hui. Mais c'est évident que c'est là que ça va se passer. En termes de rentabilité marginale du capital, ça va être là que ça va être. Et tant qu'on n'a pas accès à ça, le proxy de tout ça, c'est l'or. C'est l'or, qui par contre est accessible partout. C'est le seul qui va arbitrer la valeur sur les monnaies. C'est le seul qui va arbitrer, puisqu'il peut être achetable partout, et vendable partout. Donc c'est pour ça que l'or reste un actif extraordinairement intéressant, même stratégiquement. Merci beaucoup Didier. T'en prie.